Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue à tous dans les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h au sommaire de cette émission à l'aube d'une ère où la digitalisation s'impose dans tous les secteurs et les sphères de notre vie. La cybersécurité devient une préoccupation capitale. Si l'avènement de l'ère numérique a ouvert des portes sur une infinité de possibilités, elle a également exposé nos sociétés à des vulnérabilités inédites. L'année 2022 a été marquée par une augmentation sans précédent des cyberattaques avec une hausse alarmante de 300% dans les pays de l'OTAN et 250% en Ukraine. Ces attaques très précises et techniques ne sont plus seulement réalisées par des petits groupes, mais parfois par des États ou des organisations criminelles très structurées. Et puis depuis 2 ou 3 ans, la menace poliforme prend une ampleur inédite. Désinformation systématique, cyberattaques, ingérence électorale, hystérisation méthodique des réseaux sociaux. Qui sont les cyberdélinquants, les donneurs d'ordre, quels sont les motifs et qui sont les victimes? On va en parler avec nos invités. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et en notre compagnie, c'est un grand plaisir, le général de 2e section Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir mon général. Bonsoir. Bonsoir. Guy-Philippe Goldstein est avec nous, enseignant à l'école de guerre économique, romancier, essayiste, auteur de ce livre Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle et du roman Babel Minute Zéro qui a inspiré, nous dit-on, la politique cyber du gouvernement israélien. On va en parler. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber, ancien directeur de cabinet de l'Agence française de cybersécurité, membre du groupe d'experts sur l'intelligence artificielle à la Commission européenne. Bonsoir. Bonsoir. Et si on a envie de commencer, on a envie de se dire combien finalement de cyberattaques sont rapportées en moyenne chaque année, à peu près, on peut dire avec vous, Yann Bonnet, j'imagine qu'on a des estimations. C'est des attaques toutes les secondes. C'est pour donner un peu, il y a quelques chiffres qui circulent. On parle de 10 000 milliards. C'est le coût de la cyber, de coût direct et indirect au niveau mondial. C'est en train d'augmenter. On est tous connectés et donc tous concernés par la cybersécurité. C'est vraiment et concrètement. Et sur toutes les couches des entreprises. Sur toutes les couches. Voilà. Il peut y avoir plusieurs motivations derrière ces cyberattaques. Une des premières dont on parle beaucoup, c'est la cybercriminalité. C'est l'appât du gain. C'est des mafias qui sont très organisées et qui vont essayer de récupérer de l'argent en rançonnant. Et puis il peut y avoir d'autres types de motivations, on va en reparler probablement, par exemple l'espionnage, plus discret, le sabotage, en cas de guerre ça peut faire très mal, on va en reparler probablement, et la déstabilisation. Guy-Philippe Goldstein, vous avez dodelinné de la tête. Oui, juste pour des compléments d'information, effectivement le nombre incroyablement élevé de petites attaques ou de grandes attaques. Il y a un chiffre, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est celui d'un organisme important qui s'appelle le CESIN, qui est la réunion des plus grands responsables de sécurité de système d'information de nos plus grandes entreprises françaises. Et l'année dernière, elle annonçait que sur les 2 dernières années, il y avait 54% des entreprises du CESIN qui avaient été victimes d'une attaque significative. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été la catastrophe, mais ce n'était pas des petites choses. Et ça, si vous le liez avec ce qu'on voit chez d'autres fournisseurs, d'autres éditeurs, en gros aujourd'hui, pour des entreprises importantes, mais même pour les PME, il y a un risque qui est peut-être autour de 20%, une chance sur 5 chaque année d'être victime d'une attaque significative. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber, ça ne veut pas dire qu'on va se faire avoir, mais qu'on va être face à un adversaire dangereux. Général Kempf, vous voulez réagir aussi? Oui, pour dire que on avait l'habitude de penser que la cyberattaque était une affaire de grands, soit d'État, soit de grands comptes, soit de puissants. Ou de CAC 40, Depuis 5 ans environ, on observe une massification avec 2 dimensions. D'une part, une industrialisation, c'est-à-dire une sorte d'augmentation horizontale, et notamment avec le phénomène du rançonnage, ransomware en anglais, mais en bon français on va dire rançonnage. Mais quand vous dites industrialisation, c'est-à-dire que ça devient aujourd'hui presque un vrai métier, c'est ça que vous voulez dire? C'est plus qu'un vrai métier, je vais peut-être vous expliquer pourquoi, mais en même temps, de cette massification, vous avez une augmentation, une professionnalisation, c'est-à-dire une montée en gamme technique. Et donc, vous avez une ascension verticale. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez, c'est même plus des PME, mais des TPE ou des communes ou voilà, la petite boucherie-charcuterie sans eau de Tintin. Je parle simple, voilà, c'est littéraire, qui pouvait se dire, ça me regarde pas, je m'en contrefiche. Eh ben si, maintenant, elles peuvent se faire rançonner, se faire chiffrer sa comptabilité,
comptabilité. Et sans comptabilité, même le charcutier de village, il peut être très ennuyé. Et donc, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. On n'est plus à l'abri. C'est plus juste une histoire de grands. Yann Bonnet. Complètement parler dans ce sens. Voilà, les derniers chiffres qui sont publiés par l'ANSSI, qui est l'autorité de cybersécurité en France, indiquaient l'année dernière 73% des attaques sont des rançongiciels ciblent en ce moment les collectivités, donc les mairies, plus vulnérables en fait. Les plus vulnérables, les PME et les hôpitaux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que concrètement, c'est pas que l'affaire des informaticiens. Un hôpital qui est attaqué, dans les minutes qui suivent, c'est des infirmières qui savent plus quels médicaments ils ont prescrits. C'est une mairie qui est attaquée, dans les minutes qui suivent, ils ne savent plus gérer les passeports ou les cimetières. Mais il y a des villes entières qui ont été hackées aux États-Unis. En France aussi. Et des hôpitaux. Tout le monde est concerné. Il y a un enjeu de sensibilisation, d'éducation, de gestes, d'hygiène à avoir qui est extrêmement important à tous les niveaux. Que ce soit un particulier ou jusqu'à la grande entreprise. Oui, juste pour rajouter un élément de contexte, parce que là, et c'est important, on est essentiellement dans les attaques d'origine crapuleuse. On évoquait les acteurs qui sont derrière. Il faut bien voir que c'est plus du tout le hacker à capuche solitaire. Ça s'est terminé depuis très longtemps. C'est une industrie. C'est une industrie avec une chaîne de valeur ultra compliquée, avec des gens qui fabriquent des logiciels qui vont être ces rançongiciels, des gens qui vont les exécuter, des gens qui offrent des accès sur les entreprises. C'est tout cet environnement-là aujourd'hui, parce qu'il y a, ça a été dit, beaucoup d'argent qui est en jeu, et qui fait qu'on est face à une industrie du crime, et que de la même façon qu'il y a eu la disruption des industries traditionnelles par le digital, il y a eu aussi la disruption du monde du crime par le digital. On parle d'espionnage aussi, ça c'est très important. On va revenir sur l'espionnage, la subversion, etc. Restons un peu sur ce sabotage grand style les États et puis ou les grandes entreprises et puis sabotage de base. Non seulement les hackers sont devenus des criminels, mais vous avez aussi toutes les mafias traditionnelles, tous les systèmes criminels qui du coup passe là-dessus. D'autant plus que quand vous parlez mafia, c'est la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, les triades chinoises, etc. Voilà, mafia russe, albanaise. Il y a de l'argent, donc ils investissent. Les Vénézuéliens, les Mexicains, voilà, tous. Mais pourquoi ? Parce que vous allez faire de la rançon en Bitcoin, qui est une monnaie anonymisée, et donc du coup, c'est extrêmement facile. Et comme vous avez quasiment pas de répression facile, d'abord c'est difficile à trouver, à prouver, à punir et à attraper, et du coup, vous avez quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile que du braquage de banque. Deuxième chose, sur le rançonnage, avant, vous étiez un hacker, vous deviez trouver un client qui achetait des informations et aller chercher les informations dans la cible pour aller les vendre au client. Avec le système de rançonnage, la victime est le client. Je vous attaque, je crypte vos données et c'est vous qui allez payer pour récupérer vos propres données. Et donc du coup, j'ai une simplification commerciale, je dirais, de l'affaire. Et donc avant, il fallait avoir finalement des réseaux criminels. Maintenant, je peux m'industrialiser sans passer par un arrière-ban de commanditaires. Le commanditaire, c'est la cible, c'est la victime. Guy-Philippe Goldstein, ces gens-là, j'imagine qu'on les identifie d'une manière ou d'une autre. On sait peut-être qu'il y a peut-être des pays qui sont plus enclins à ce type de façon de faire. C'est qui aujourd'hui quand on... Alors, on va dire des rogue states pour rester en franglais comme, ça a bien démarré comme des États voyous. D'abord, faut le dire, si on est strictement dans la criminalité, on trouve de tout. On va trouver des gens qui vont des informaticiens, par exemple au Canada, et puis dans la journée, ils font leur petit boulot, et puis le soir, ils ont d'autres compléments de revenus. Donc, il y a de ça. Et il y a aussi, et ça c'est un point important, et en particulier face à la campagne de rançongiciel face auquel l'Occident a été confronté au cours des 2-3 dernières années, il y a effectivement des pays où, comme par hasard, on retrouve un peu plus d'activité. La Russie, pour pas la nommer, c'est fait. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup, il y a eu une petite baisse du nombre d'attaques de rançongiciel graves contre l'Europe, parce que je pense qu'il y a eu des gens, en fait, qui ont été beaucoup plus happés sur on va aller casser l'Ukraine, plutôt qu'on va aller casser et faire de la nuisance en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Mais effectivement, et on voit aussi apparaître la Chine. Et quand je dis la Chine, c'est pas l'État chinois, ce sont des groupes criminels. Les triades ? Peut-être, ça peut être ça, mais évidemment, on se pose toujours la question de quel est le soutien, le support, et il n'est pas rare, parfois, de voir des gens qui ont un boulot dans une officine d'État de 9h à 17h, ok, et puis après,
on les laisse avoir à nouveau ces compléments de revenus en faisant une opération criminelle, et on se rend compte qu'il peut y avoir des accointances comme ça. Eh ben, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on reviendra sur les impacts forcément qui sont certainement terribles pour certains. Est-ce qu'on peut les déjouer? Est-ce que effectivement on peut anticiper? Est-ce que c'est possible? On en parle dans un instant avec nos invités. Restez avec nous si vous avez des questions. 0826 300 300, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h sur un sujet qui est passionnant, qui peut faire peur à certains, mais en tout cas on parle de cybercriminalité, de cyberattaque, en tout cas de comment aujourd'hui la société va se transformer finalement pour faire face à ces attaques. On en parle avec le général de 2e section, Olivier Kampf, qui est avec nous, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Avec Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier, essayiste, auteur de Cyberdéfense et Cyberpuissance au XXIe siècle et du roll-ball Babel Minute Zéro, qui a inspiré la politique cyber du gouvernement israélien. Et puis Yann Bonnet, directeur général délégué du campus Cyber, ancien directeur de cabinet de l'Agence française de la cybersécurité, membre du groupe d'experts sur l'IA et de la Commission européenne. Yann Bonnet voulait réagir, et ouais, juste en cible générale. Là, on en parlait. Viens dans le micro. La transformation numérique, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. C'est vraiment ça. Grâce au numérique, on soigne, on identifie mieux un certain nombre de cancers du sein. Sur le diagnostic. Voilà, sur le diagnostic, on va sauver des vies dans certains sujets. Et en même temps, plus le meilleur et le pire. Exactement. C'est un outil, ça dépend comment on l'utilise. Et donc, voilà, ça, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et effectivement, pour rebondir un peu à ce qui se disait tout à l'heure, on est face à des cybercriminels qui sont vraiment très professionnels. Pour quelques dizaines de dollars, vous pouvez trouver malheureusement dans certains coins cachés ce qu'on appelle le dark web, des outils qui vous permettent de faire des choses qui sont vraiment très condamnables et qui peuvent rapporter énormément d'argent à ces cybercriminels. Voilà, ce qui est dommage, ce qu'on constate en fait, c'est que c'est devenu plus rentable et moins risqué de rançonner des gens via le cyber que de vendre de la drogue. C'est ça la situation actuelle en fait aujourd'hui. Général Kempf. Pour revenir sur les menaces et finalement, pour cela on parle beaucoup des cybercriminalités, donc certes il y a une massification, remontons un peu sur le grand style, on a parlé de la Chine, on a parlé du Canada, on aurait pu parler de la Roumanie, y compris dans l'Union européenne, on a parlé de la Chine. La Corée du Nord, il se dit, j'ai vu passer un chiffre qui dit que 20 à 25% de ses revenus vient de l'activité cyber. C'est-à-dire que le potentiel d'une puissance militaire émergente, parce que je veux dire maintenant ils ont la bombe atomique, ils commencent à lancer des missiles de croisière, ils ont annoncé un sous-marin lanceur d'engins. Oui. Pour financer ça, 20 à 25% des revenus viendraient d'activités cybercriminelles. Et donc là, on passe, si vous voulez, on n'est plus du tout simplement sur mon portefeuille. Autrefois, c'était la bourse qu'on se faisait dérober sur le marché au Moyen-Âge. Et on est sur de l'armement nucléaire. Voilà, c'est aussi ça, cette capacité d'intégration du cyber, ou plus exactement de la révolution numérique. Il faut quand même comprendre que nous avons vécu une révolution anthropologique depuis 40 ans avec des vagues successives. Il y a eu la vague du PC, il y a eu la vague de l'Internet, il y a eu la vague, etc., etc. Aujourd'hui, on a la vague ChatGPT, donc les IA génératives, très bien. Et accompagnant cette révolution qui nous a changer à tous la vie. Je veux dire, nous tous, nous avons un ordiphone qui nous permet ça nous a tous servi, ça a transformé notre vie, ça nous a rendu quand même beaucoup plus pratique et efficace. Et en même temps, eh bien, vous avez le mal, les à côté désagréables, négatifs, qui accompagnent ces vagues. Et donc, il faut voir quand même le gros du positif, prendre en compte le négatif et essayer de savoir comment est-ce qu'on le traite sur le négatif. Est-ce que c'est de l'individu? Est-ce que c'est la technique? Ça, c'est un grand débat. Guy-Philippe Goldstein, combien ça nous coûte tout ça? Alors, combien ça nous coûte Ça me rappelle le nom d'une émission de télé. Combien ça coûte? Il y a des chiffres qui sont évoqués et on parle de choses qui sont peut-être de l'ordre de 1, 2, 3% du PNB mondial aujourd'hui, qui s'approchent de l'économie de la drogue. Ça, c'est les chiffres globaux. Et ça montre bien d'ailleurs que ça peut être une source de financement complémentaire pour certains rogue countries. Quand on regarde au niveau des entreprises,
Bon, ça c'est certaines études, dont une qui a été faite par PricewaterhouseCoopers et une autre par BC, qui est un cabinet de courtage. On se rend compte que, en gros, pour la faire courte, quand vous êtes touché par un incident cyber que vous ne savez pas maîtriser, vous pouvez perdre 20% de la valeur de votre boîte. Donc vous avez une boîte 20%. Vous avez une boîte qui vaut 1 milliard d'euros, qui est cotée, ou même c'est votre grosse PME que vous avez pris toute votre vie à développer. À la fin de votre vie, il y a cette cyberattaque que vous n'avez pas maîtrisée. Eh bien, si ça se passe mal, vous pouvez perdre en moyenne 20%, 1/5 de la valeur. Et en termes de risque que votre entreprise fasse défaut, et ça s'est vu, une boîte comme Lise Charmel, par exemple, a été obligée de déposer, la lingerie a été obligée de déposer le bilan à cause d'une cyberattaque. Et là, une autre étude que j'ai fait avec BC, un cabinet de courtage, où on s'est rendu compte qu'en gros, le risque d'aller déposer le bilan ou de faire une défaillance collective, d'aller devant les tribunaux, augmente de 50%. Au bout de 3 mois. Parce que ce qui est en jeu, c'est la confiance de vos clients, c'est votre réputation. Ah bah oui, c'est ça. Et c'est donc sur ça que ça joue, forcément. C'est vrai que on constate en fait, notamment sur les PME, qui se font attaquer, qui se font rançonner. Malheureusement, souvent dans les mois qui suivent, beaucoup font faillite. En fait, c'est vraiment. Donc, on est dans une période un peu d'incendie numérique, et c'est extrêmement important de rappeler, qu'on a certains réflexes quand, je sais pas, on prend une voiture, on met une ceinture, quand on sort de son appartement ou de sa maison, on ferme la clé. Il faut avoir ces gestes numériques qu'on peut peut-être rappeler, notamment. Oui, ça serait bien. Penser à mettre à jour tous ces systèmes, y compris sa voiture, mettre à jour tous les objets connectés. Faire surtout la première chose, c'est faire des backups, des enregistrements de ces données sur des disques qui sont externes et qui sont pas connectés à Internet, parce que sinon, quand vous êtes attaqué, tout peut être rançonné. Mais est-ce que les entreprises, Yann Bonnet, est-ce que les entreprises aujourd'hui est-ce qu'on est suffisamment conscient de ce qui se passe en fait? Est-ce que vous pensez que vous parliez du boucher général tout à l'heure en disant, ou de la petite supérette, est-ce que vous pensez qu'ils sont assez Il y a une prise de conscience, clairement, notamment au niveau des grandes entreprises. Après, il faut qu'on les accompagne, et c'est un des rôles du campus cyber, d'accompagner notamment les PME. On est en train d'être un peu un tiers de confiance pour les aider à voir quels sont les points importants à mettre en œuvre, à sécuriser. Voilà, on est un peu le tiers de confiance, et donc il ne faut pas hésiter à nous contacter côté campus cyber pour se faire accompagner et sécuriser au maximum. Et on est en plus subventionné par la Commission européenne, donc on a des tarifs qui sont très intéressants. Ah bah très bien. Général Kempf, quand on voit qu'une compagnie aérienne espagnole a été piratée et que tous les clients doivent faire changer leur carte de crédit, c'est la preuve, c'est de nature à faire peur à tout le monde, de faire ne serait-ce qu'offrir des fleurs à sa femme en payant par Internet. Honnêtement, le paiement par Internet et le paiement par carte bleue, globalement, c'est quand même extrêmement sécurisé, parce que les banquiers, eux, ils sont extrêmement... Ils n'aiment pas perdre de l'argent. Oui. Alors ça, je peux vous dire, ils ont des taux de défaillance inférieurs à 1%, c'est couvert par des assurances, etc. Je suis pas inquiet. Voilà, s'il y en a qui sont sensibilisés, qui sont bons, c'est eux. Une société comme Saint-Gobain, il y a 5 ans, 6 ans, NotPetya, oui. 250 millions d'euros. Ça leur a coûté. Et alors ça, c'est su, si vous voulez. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que les grands comptes, CAC 40, enfin les grandes sociétés, et les sociétés intermédiaires, maintenant elles ont pris. Et de la même façon que je vous parlais tout à l'heure d'une massification, d'une professionnalisation et d'une montée en compétences, on s'aperçoit que toutes les grosses structures ont pris en compte le risque aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui si vous voulez, c'est le niveau bas, pas forcément individuel, parce que nos fournisseurs d'accès Internet, nos fournisseurs de messagerie font énormément de travail, et effectivement, allez voir vos spams, allez voir votre boîte à spam, à quel point elle se remplit à vitesse, et vous en rendez pas compte. Donc, globalement, l'individu aujourd'hui est encore, je fais attention, encore protégé. Mais c'est le niveau intermédiaire de la TPE à la PME, dans les territoires,
en province, voilà, là, c'est aujourd'hui qu'il y a un grand effort à faire. Eh bien, ouais, vous bougez pas, on revient dans quelques instants. On parle beaucoup de souveraineté numérique. Est-ce que finalement cette proposition de Thierry Breton, du commissaire européen du marché intérieur, parle d'un bouclier cyber européen? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? On en parle avec nos invités dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous amène dans un monde que vous connaissez bien, le mot cybersécurité, forcément, ça veut dire plein de choses et ça englobe aussi plein de choses. Alors on en parle avec le général de 2e section, Olivier Kampf est avec nous, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Guy-Philippe Goldstein est avec nous, enseignant à l'école de guerre économique et romancier et essayiste. On recitera tout parce que sinon c'est trop long. Vous avez un grand CV aussi, vous aussi. On a des CV à rallonge. Et Yann Bonnet, directeur général délégué du campus Cyber et ancien directeur de cabinet de l'Agence française de la cybersécurité, membre du groupe d'experts de l'IA à la Commission européenne. Je peux vous assurer qu'on est bien, il peut rien nous arriver. On va pas se faire hacker. Et à la question de dire, est-ce qu'on parle de souveraineté numérique, est-ce que finalement, on va commencer par vous, est-ce que finalement c'est possible, est-ce que ça peut servir à quelque chose pour se protéger face à ces attaques? La souveraineté numérique, c'est une évidence, dans le sens où, on le voit bien, ce sont des intérêts vitaux de la nation qui peuvent être mis en jeu. Dès 2011, dans le Wall Street Journal, il y avait des gens du Pentagone qui disaient qu'une attaque massive contre le cyberespace américain serait suffisante pour que les États-Unis ripostent dans un état de guerre, dans un état de conflit en tout cas. Donc, et ça c'est 2011, et depuis évidemment, nous tous, pays occidentaux, nous savons que nous avons des intérêts très importants qui sont dans la sécurité de nos systèmes numériques et digitaux, et on voit à travers le monde, peut-être qu'on pourrait y revenir, justement, plusieurs types d'attaques qui montrent que, là on a parlé beaucoup des capacités auprès de cybercriminels dont l'objectif essentiel est, du point de vue de la société civile, une nuisance et casser des entreprises et récupérer de l'argent, mais on a vu aussi, on pourra en parler, des sabotages très avancés, que ce soit historiquement des choses que les Occidentaux ont tenté contre l'Iran, que ce soit des choses qu'on a vues entre l'Ukraine et la Russie, enfin que la Russie a essayé de faire, et aussi des choses qu'on a pu voir très sophistiquées au cours des 3 dernières années entre Israël et l'Iran. Yann Bonnet. Ouais, l'enjeu de souveraineté, il est hyper important. On est dépendant du numérique, on l'a dit tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, et donc on doit faire très attention à être maître de certaines technologies, ou en tout cas d'avoir une certaine résilience, de pas être dépendant à tel ou tel acteur étranger dans certains cas, pour pouvoir changer de solution. Il y a un enjeu, j'aimerais revenir sociétal qui est extrêmement important. Voilà, face à et vous parliez d'Europe aussi tout à l'heure, on a besoin d'être beaucoup plus fort ensemble pour inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent, que ce soit les cybercriminels ou d'autres motivations. C'est ce qu'on essaye de faire au campus cyber. Il y a des enjeux, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, d'éducation. C'est une des premières missions. Ici, on est en pleine pénurie de talents. On a plus de 15 000 postes non pourvus. C'est pourtant des métiers qui ont énormément de sens. Protéger sa nation, c'est quand même assez noble. C'est pas réservé. On doit casser les codes, les images, les préjugés. Quand on parle cyber, on pense à un homme blanc à capuche. Et ben non, en fait, il y a plus de 40 métiers, il y a des métiers techniques, moitié techniques. Voilà, on va essayer de travailler là-dessus sur les enjeux d'éducation via le collège, via le lycée. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation et dans les prochains mois, on va être très actif là-dessus et on a d'autres enjeux d'innovation pour pas laisser l'innovation aux attaquants, là encore une fois, notamment sur les sujets d'IA et des sujets d'opération pour protéger tous ces acteurs. Général Kempf, d'ici 2025, le ministère de la Défense va embaucher 1500 cyber-combattants ou cyber-combattants. Prononce-le à la française. Cyber-combattants, très bien. Est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'on pourrait imaginer un État qui a des génies de l'informatique qui mettrait par exemple la main sur le porte-avions Charles de Gaulle, voire même la force de dissuasion nucléaire? On parle de souveraineté. Il faut écrire des livres, Philippe David. Mais je crois que Philippe Goldstein en a écrit, il va en parler après, au général. J'en ai écrit quelques-uns aussi, mais je les ai pas mis, et puis c'est pas grave. On parle de souveraineté, on va distinguer le niveau national et puis le niveau qu'on appellera partagé avec des amis, des alliés. D'abord, il n'y a pas de sécurité absolue. Si vous voulez, c'est un fantasme. Et donc, puisqu'on parle de système d'information, finalement, la souveraineté revient
pour un État à savoir garder des secrets. C'est l'information la plus sensible. Et finalement, un État, il va avoir un dispositif étagé. C'est-à-dire qu'il va analyser quelle est son information la plus sensible. Vous parliez de nucléaire, c'est clairement de l'information extrêmement sensible. Ça peut être du renseignement, ça peut être un certain nombre d'autres choses. Il est évident que tous ces dispositifs sont extrêmement souverains parce qu'ils garantissent la souveraineté et donc sont extrêmement protégés avec des outils qui sont développés nationalement, parfois achetés à l'extérieur, mais solidifiés, contrôlés pour éviter les portes dérobées, etc. Voilà, etc. Donc, mais une fois que vous avez fait ce cœur du cœur, vous êtes obligé d'avoir un dispositif multicouche avec, les opérateurs de services essentiels, etc., etc. Ça, c'est ce qui se fait au niveau français, et la France, de ce point de vue-là, fait quand même partie de la première division, avec un cœur extrêmement souverain, étatique, qui est très bien protégé, avec des couches successives de moins en moins protégées, mais suffisamment protégées par rapport aux enjeux. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que c'est suffisant ? Non. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on a besoin de travailler avec des amis. Les amis, ça peut être les Américains, disons-le simplement, parce qu'ils restent nos alliés, ils restent clairement en première division. Si nous, on est en première division, eux, ils le sont, mais ils jouent le titre. Nous, on joue quand même pas le titre. Voilà. On joue le haut de tableau quand même. Oui. On joue pas la relégation Ligue 2. Quoi. On ne joue pas la relégation, clairement pas. Non. Ça dépend de la taille du tableau. On est des bons joueurs. Mais on joue pas le titre. Voilà, restons à notre place. Les Chinois aussi jouent le titre. Donc on va travailler avec les Américains. Et puis la question que vous avez suggérée tout à l'heure, c'était celle de l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne, c'est finalement une couche qui va nous apporter des choses qu'on ne peut pas faire en national. Et notamment sur tous les aspects de régulation, que ça soit la régulation des grandes plateformes techniques ou des grandes plateformes d'influence. Et parce que là, vous avez besoin d'une gravité, donc d'un poids. Et donc 65 millions d'habitants, c'est bien. 430, c'est mieux. Un PIB de 2000 milliards d'euros, c'est bien. Mais un PIB cumulé européen de je sais pas combien, mais 10 fois plus, subitement, vous avez Google et Facebook qui passent sous les fourches codines de cette régulation européenne. Et ça nous est très utile sur la régulation. Sur les aspects techniques, je suis plus sceptique, mais je laisse les autres en parler peut-être. Je voulais réagir à cette question, mettre la main sur le nucléaire, par exemple. Oui, alors 2 points. Le premier, la question de cette souveraineté partagée, elle est importante pour mettre les pieds dans le plat, effectivement. Même un pays en haut de tableau comme les États-Unis ne contrôle pas toute la stack, comme on pourrait dire en technologie. Ils ne sont pas capables de... C'est quoi la stack ? Faire tout, du métal de l'ordinateur jusqu'aux operating systems, jusqu'au logiciel, etc. Toute la chaîne toute la chaîne de ce qu'il y a dans votre bécane, ok. Même les États-Unis, ils ont besoin de Taïwan pour les microprocesseurs, tout en bas. Et parfois, ils ont besoin d'entreprises de cybersécurité en Israël pour la couche de cybersécurité tout en haut. Donc, voilà, même un extraordinaire géant du domaine qui, il faut le dire, nous écrase d'un point de vue industriel, que sont les Américains dans l'informatique, même eux, ils ont besoin de partenaires. Eh bien, a fortiori, évidemment, nous aussi Français. Et là-dessus, le point, il est d'être capable de bâtir un système d'influence où nous, on peut être très bons sur certaines choses, de la façon à ce que nos grands alliés, en particulier les Américains, se disent moi je dois travailler avec les Français sur tel ou tel point. Ça c'est important. Et les Européens de manière générale. Mais le marché de la cyber aujourd'hui, c'est 55% au niveau mondial, les États-Unis. Okay. Et si vous voulez avoir une start-up qui marche dans un domaine au niveau occidental qui est relativement universel, il faut qu'elle ait un pied d'entrée aux États-Unis. Donc voilà, c'est comme ça, le géant américain est central dans ce jeu-là. Eh ben vous permettez qu'on fasse une petite pause, hein ? Je suis désolée, mais c'est le général qui nous autorise, donc ça va. Parce que nous, comme on fait pas de rançonnage, voilà, il faut qu'on aille chercher de l'argent quelque part. Allez, restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h dans cette émission passionnante sur la cybersécurité France et un petit peu partout d'ailleurs, à toutes les couches. On en parle dans un instant, à tout de suite. 19h-20h, les vraies voix responsables.
On parle de responsabilité. Forcément, quand on parle de cyberattaque, on se sent tous un petit peu responsables de se dire sujet qui nous prend à cœur. Oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Olivier Kampf est avec nous, général deuxième section et directeur du cabinet stratégique de la Vigie. Guy-Philippe Goldstein est avec nous, enseignant à l'école de guerre économique et romancier aussi. Yann Bonnet, directeur général délégué du campus cyber, qui est avec nous. Il y a des perspectives aujourd'hui en France. Alors on parle beaucoup de conflits, mais il y a des perspectives en France. Yann Bonnet, comme par exemple les Jeux Olympiques. Est-ce que ce sont des événements aujourd'hui qui forcément sont mondiaux? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un risque sur ce type d'événement? À tout moment. Et à quel niveau? Quand il y a un moment comme ça qui est extrêmement important pour toute la planète, c'est quand même des milliards de personnes qui vont se concentrer sur ces jeux. Fatalement, on l'avait vu encore il y a quelques années au niveau du Japon. J'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre d'attaques avait été très impressionnant. Lors des JO de Tokyo. Les JO de Tokyo. Donc les équipes en France, un certain nombre d'équipes, travaillent à préparer et à anticiper le maximum et à prévenir ces menaces. Ça sera un moment assez important pour l'écosystème cyber. On a besoin de beaucoup plus travailler ensemble. C'est un peu tout le pari en fait du campus cyber, de faire travailler des acteurs publics et privés ensemble pour être plus forts ensemble. Et ça, on le fait notamment par ce qu'on appelle les communs de la cyber. C'est des ressources mutualisées qu'on co-construit ensemble. Ça fonctionne énormément. Comme par exemple, on partage des informations du renseignement. C'est comme sur une scène de crime. On va aller chercher les petites traces numériques ADN des attaquants et on va se les partager, et notamment partager aux PME qui ont moins de moyens que des grands groupes pour se protéger. Général, est-ce qu'il y a des coopérations entre pays sur ces sujets-là? Oui. Sincères, des coopérations sincères. Oui. Vrais alliés, je veux dire. Oui, sachant que le cyber est un monde très paranoïaque. Et donc... il y a de quoi. Il y a de quoi. Comme vous arrivez à la souveraineté et au secret, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est ça. et donc, paradoxalement, on choisit ses amis parce que finalement, c'est les amis habituels. Mais ils peuvent nous truander. Oui, on peut. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Bruxelles il y a quelques années et on a eu une cyberattaque sur Belgacom. C'est l'équipe l'Orange belge. Alors là, tout le monde, et l'opérateur était téléphoné. Donc tout le monde a dit, qu'est-ce que c'est, encore un méchant qui veut, etc. Et donc on a commencé à avoir quelques déclarations un peu furibondes. Et puis on s'est aperçu que c'était un pays allié. Qui était encore dans l'Union européenne, d'ailleurs. On n'a pas compris qui c'est. Non, mais je suis soft. Et donc, alors subitement, les imprécations se sont un peu réduites et on a en fait compris qu'il s'agissait finalement d'obtenir des moyens d'information sur les fonctionnaires de l'Union européenne de façon à faciliter le lobbying. Donc tout ça pour vous dire que dans le cyber, nos amis peuvent être aussi de temps en temps des gens qui nous font des croche-pattes. Ce qui réduit, et pour répondre, je reviens à votre question, on fait quand même attention dans les coopérations de savoir jusqu'où on va. C'est ça. Guy-Philippe Goldstein, on a appris cette semaine qu'un député européen français qui faisait un rapport notamment sur la pêche avait été piraté par le Vietnam, par exemple, qui veut savoir ce qu'on va proposer au niveau de l'Europe. C'est la même chose. Oui. Mais là, pour le Vietnam, c'est un peu plus exotique. Alors c'est exotique, c'est quand même, c'est une puissance émergente aujourd'hui de la sphère Indo-Pacifique, plus de 100 millions d'habitants. Probablement le futur de la chaîne de production lorsqu'on va quitter la Chine, on va aller au Vietnam et en Inde, donc il y aura le Vietnam, etc. Et un pays d'ailleurs qui a de plus en plus de coopération même militaire, par exemple avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre d'une sphère Indo-Pacifique où nous sommes également une puissance. C'est une bonne nouvelle, ça. Non, mais moi j'écoute ce que les représentants de l'État nous disent. Bon, et donc la réalité des choses, c'est que oui, mais ça c'est important parce que ça veut dire que dans le cyber, il n'y a pas de frontières. Et que, de facto, nous partageons une ligne de front potentielle avec des pays comme, par exemple, la Chine. Ouais, et donc, il faut
eh bien, se renforcer sur cette dimension cyber. Si demain, ça tape dans cette région-là, eh bien, ça risque de taper sur, par défaut, tout ce qui est ventre mou, tout ce qui est puissance un peu moins forte, ou qui a moins d'intérêt dans la région, même si elle est présente. Et par exemple, voilà, la France, d'un point de vue cyber, peut-être potentiellement, sur plein de dimensions, plein de cibles, potentiellement une cible. Donc, voilà, il faut se dire qu'il n'y a pas de frontières dans le cyber, et dans ces jeux de rapport de force, eh ben, il faut faire très attention. Et ce sera le mot de la fin, malheureusement. On reste quelques temps, on est jusqu'à 53. Ah, on a jusqu'à 53. On est jusqu'à 53, on a 3 minutes 30. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé les chics, je suis désolée, vous vouliez réagir, Général. Oui. Non, pardon. Et Yann Bonnet voulait réagir. Non, mais voilà, on a vu, voilà, les enjeux de la cyber sont passionnants, ont des impacts un peu à tout niveau, géopolitique, de droit, société et compagnie. Et voilà, on a besoin, je pense, de montrer un peu tous ces visages, tous ces enjeux, de montrer que c'est des métiers qui sont extrêmement intéressants. Et moi, j'appelle vraiment un peu tout le monde à venir voir au campus cyber tous ces métiers. Et on a besoin de nouveaux talents. Et j'en profite pour le dire ici. Eh bien, vous avez bien raison. Oui, besoin de sensibilisation effectivement à tous les niveaux. C'est-à-dire que en allant jeter sa baguette, c'est déjà un sujet. Et puis en parlant d'espionnage, revenons sur l'espionnage parce que les 3 agressions classiques de cyber, c'est quoi? C'est espionnage, sabotage, subversion. Tout le monde pense que c'est du sabotage. 80 à 90% de l'activité de cyberagression, c'est de l'espionnage. Voilà, je veux dire. On est tous espionnés. On est tous complètement espionnés par tout le monde. Par tout le monde. Voilà, je reviens sur ami-ennemi. Si vous voulez, la notion ami-ennemi. On se laisse espionner aussi, hein, puisqu'on met tout sur les réseaux sociaux. Voilà, on se laisse. Oui, mais même les choses où vous êtes un peu prudent, à partir du moment où ça a une trace numérique, vous allez l'être individuellement et collectivement. C'est là où on a besoin effectivement de ces défenses en profondeur, multicouches, etc. Et ce que je veux dire, c'est que on a une complexité. La complexité, c'est pas, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'agresseurs, sous-entendu, il y a beaucoup plus d'ennemis. En fait, la thématique ami-ennemi, elle est plus complexe. Et c'est finalement ça que veut dire le cyber. Le cyber, c'est pas juste compliqué, ou le numérique, c'est pas juste compliqué, c'est complexe, c'est-à-dire que une réponse simple, anglais, juste sur un sujet, sera un élément de réponse, mais ne pourra certainement pas répondre à toutes les problématiques. Mais sur l'espionnage, qu'est-ce qu'on peut faire? L'espionnage industriel, est-ce qu'on peut attaquer? Est-ce que finalement il y a une voie juridique qui fonctionne? Vous me dites non de la tête. Si vous voulez, déjà un sabotage, on prenait l'exemple des sabotages tout à l'heure. Il faut réussir à attribuer et démontrer au juge qu'il y a faute, qu'il y a un juge et qu'il y a une force de police pour pouvoir les mettre en prison ou faire une amende. C'est déjà super. Alors qu'on a finalement l'arme du crime, puisqu'il y a un sabotage, donc il y a quelque chose de visible. Sur l'espionnage, c'est encore plus compliqué, puisque le but de l'espionnage, c'est de ne pas être vu. Guy-Philippe Goldstein en 45 secondes. Ah oui, je voudrais juste finir sur le sabotage, parce qu'on est dans un environnement géopolitique qui est très compliqué. Ouais. Au cours des 3 dernières années, on a vu ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. On n'a peut-être pas vu non plus ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, où il y a des actes de cybersabotage très sophistiqués, absolument stupéfiants, comme par exemple le port de Sheikh Raji, de Bandar Abbas, et le terminal de Sheikh Raji, qui tout d'un coup a été mis hors d'usage, peut-être par une cyberattaque israélienne, ou même l'année suivante, où 3 Assyries ont explosé de l'intérieur, avec la vidéosurveillance qui a capturé ça, peut-être par une attaque cyber israélienne, et ça fait partie au jeu de la grammaire des conflits de ce monde. Je le dis, il est possible que dans les semaines ou les mois qui viennent, ce type de manifestation stupéfiante, on le revoit. Merci en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup Olivier Kampf, qui est général 2e section, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation de la recherche stratégique. Merci beaucoup Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l'école de guerre économique, romancier essayiste, auteur de Cyberdéfense et cyberpuissance au XXIe siècle et du roman Babel Minute Zéro, qui a inspiré, je tiens à le redire, le gouvernement israélien. Et merci beaucoup Yann Bonnet, directeur général délégué de Campus Cyber, ancien directeur de cabinet à la
l'Agence française de cybersécurité, membre du groupe d'experts à l'IA à la Commission européenne. Et je vous incite à aller voir ce site de Campus Cyber. C'est très intéressant. Effectivement, ça peut ouvrir des horizons et peut-être certainement des vocations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe David. Merci Cécile, c'était un plaisir. Et on merci se retrouve demain 17h. Merci à notre équipe fabuleuse. Et tout de suite, on vous retrouve dans Sud Radio à votre service. Et juste après, évidemment, à quelques jours de France-Afrique du Sud, au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe des sports. Et on se retrouve demain à partir de 17h. Passez une belle soirée. Salut.